Bonjour à toi qui regarde cette deuxième vidéo du MOOC Énergie-Climat de l'association Bilan Carbone et d'Avenir Climatique. On va commencer par remercier Clarisse qui a planté le décor dans la première vidéo. Dans cette seconde vidéo, nous allons nous plonger dans le cœur du sujet en abordant les freins comportementaux et psychologiques qui nous empêchent de bien appréhender le problème et de passer à l'action. Et oui, comment ça se fait qu'au vu de l'urgence climatique, on ne change pas tous de comportement maintenant? C'est à cette question que nous allons répondre. En préliminaire, on voudrait préciser que c'est un domaine sur lequel les consensus sont moins clairement établis que pour les sujets des précédents MOOC. En clair, cette fois, il n'y a pas de GIEC de la psychologie qui fait le résumé du consensus pour nous. Le risque, comme disait le psychologue Rodolphe Guillon, c'est celui d'utiliser les sciences humaines comme l'ivrogne se sert d'un lampadaire. Non pour s'éclairer, mais pour se convaincre qu'il se tient droit et que, dans le fond, il n'a pas besoin de lampadaire. C'est pour cela qu'on voit un peu partout des affirmations douteuses ou des clichés, comme le fait que l'alarmisme serait nécessairement un frein à l'action, alors que d'autres théories de sciences humaines sont très peu connues. Saviez-vous qu'on ne peut considérer l'humanité comme un ensemble ayant les mêmes réflexes culturels? En effet, même à notre époque de la mondialisation, il y a encore des différences de culture qui influent sur nos ressorts psychologiques. Pour éviter ces écueils, on s'est nourri d'échanges qu'Avenir Climatique a pu avoir avec d'autres associations spécialistes des sciences cognitives et comportementales, notamment ACT Lab, qui étudie les facteurs cognitifs et environnementaux modulant les comportements individuels et collectifs pour proposer des méthodes permettant de mieux soutenir la transition écologique. Pour cette vidéo, on va se baser sur les travaux de Robert Gifford, chercheur en psychologie environnementale. Il a notamment travaillé sur les transports en commun au Canada. Avec ses collègues, il a identifié 7 groupes de barrières qui nous empêchent de passer à l'action. Il les nomme les dragons de l'inaction. La plupart du temps, nous nous référons aux travaux de Gifford, mais pour les 2 premiers groupes, nous avons ajouté d'autres aspects. On passera donc plus de temps sur ces points-là. Bien sûr, les raisons de l'inaction ne sont pas que comportementales. Il y a aussi des barrières organisationnelles ou financières, par exemple. Gifford le souligne dès le début de son article. Ces barrières sont très importantes, on le verra dans les autres vidéos. Mais on a tous les moyens d'agir à notre échelle, et on ne le fait pas, ou du moins pas jusqu'au bout. Et c'est ça ce qui nous intéresse. C'est juste que c'est compliqué de les rejoindre. Moi j'ai la flemme parce que c'est plus facile d'être un connard ou une connasse aujourd'hui. C'est vrai, un peu, quand même. Si. Moi je le vois quand je vais faire mes courses, je suis pas du tout consciente écologiquement. L'angle de la vidéo va forcément se concentrer sur l'individu, et on sait que cette approche donne des boutons à certaines personnes. Ne vous inquiétez pas. Les autres vidéos élargissent le sujet, mais rappelez-vous tout de même que l'individu n'est pas que consommateur. Il est également citoyen et travailleur, et par ses actions individuelles, il participe au maintien ou non du système politique et économique. Et c'est en particulier valable pour les décideurs dans les entreprises ou dans les gouvernements. Alors vous pouvez aussi regarder cette vidéo avec cette perspective. Le premier groupe s'appelle cognition limitée. L'homme aime bien se considérer comme intelligent. Mais notre intelligence a parfois ses limites. Parfois on s'en aperçoit, et parfois la limite arrive plus tôt qu'on ne le croit. Gifford nous aide à identifier ces vulnérabilités. Un premier dragon, dans ce qu'il nomme cognition limitée, est bien sûr l'ignorance. L'ignorance du problème, mais surtout la non-compréhension des enjeux globaux. Pour le climat, il n'est pas toujours aisé de comprendre clairement le problème. C'est un sujet complexe faisant intervenir un certain nombre de phénomènes venant de sciences différentes. Un des plus importants aspects qui limite cette compréhension est que notre observation personnelle va à l'encontre de la façon dont on explique le changement climatique. En effet, pour quelqu'un de familiarisé avec le problème, il semble évident que le changement climatique est en dehors de ce que peuvent facilement observer les humains. Il faut donc logiquement s'en référer aux spécialistes du sujet, qui ont les moyens d'analyser son évolution. Typiquement, une température climatique se calcule sur plus de 30 ans de relevés ponctuels faits sur l'ensemble de la surface terrestre et océanique. Mais cette définition est en tension avec la perception humaine que l'on a du climat, la météo. Le réchauffement climatique, moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines. Il existe cette tension sur d'autres concepts que la météo et le climat. Le CO2 par exemple, c'est un gaz inodore, invisible, présent naturellement dans l'atmosphère et essentiel pour la photosynthèse. Comment cela pourrait être un polluant? C'est souvent des éléments auxquels font appel les climato-sceptiques pour vous convaincre que le climat est une vaste blague. Ils font appel à notre bon sens. Mais le bon sens est souvent une très mauvaise idée pour comprendre le monde. Notre cerveau est en effet assez peu capable de penser logiquement et de manière raisonnée.
il a développé un certain nombre de mécanismes qui lui permettent d'analyser rapidement les problèmes simples, mais dès que le problème est un peu plus complexe, il faut ralentir et prendre le temps de remettre en question les premières impressions. Un philosophe des sciences nommé Gaston Bachelard disait « La pensée scientifique moderne réclame qu'on résiste à la première réflexion. Le cerveau est l'obstacle à la pensée scientifique. Il faut penser contre le cerveau. » En effet, notre cerveau est habitué à raisonner en termes de cause-conséquence. Mais ici, les liens de causalité sont complexes par nature et donc difficilement préhensibles. De fait, on voit des liens de cause à effet là où il n'y a que des corrélations et on tend à simplifier à outrance, ce qui peut nous induire à des interprétations fausses, comme dans les exemples précédents. Second biais, notre cerveau est comme allergique à l'incertitude, ce qui peut conduire à la réduire, voire à l'ignorer. Par exemple, on néglige l'incertitude de la taille d'un stock de ressources ou du taux de régénération de la ressource pour se justifier qu'on récolte à un rythme qui favorise l'intérêt personnel plutôt que l'environnement. Pour la science du climat, c'est similaire. Beaucoup des résultats sont donnés sous forme probabiliste, ce qui incite le cerveau à négliger le problème. Le cerveau a aussi beaucoup de mal à manipuler des statistiques complexes, des grandes et les petites échelles. La science du climat compose avec des échelles de temps allant de l'heure aux milliers d'années et de la dizaine de kilomètres à la Terre entière. Une des difficultés lorsque l'on vulgarise le climat est d'être conscient des limites de notre cerveau en cherchant des messages facilement compréhensibles. Coralie Chevalier et son équipe de l'INSERM travaillent exactement sur cette question. Comment traduire des messages qui sont compliqués mathématiquement en des statistiques plus intuitives? Un exemple, 3 entrecôtes par semaine, ça émet autant que 3 vols Paris-New York. Si les premiers aspects étaient plus liés à la compréhension du problème, on va aborder maintenant les aspects cognitifs qui limitent notre passage à l'action, bien que l'on ait conscience du problème. D'après le psychologue Daniel Gilbert, le cerveau est adapté à des menaces que l'on rencontrait quand on vivait primitivement. Ainsi, on répondrait plus fortement aux menaces qui peuvent être attribuées à un agent, en particulier s'il est en opposition avec nos valeurs, mais aussi des menaces qui apparaissent brusquement et qui ont un impact immédiat. Ce qui est plutôt l'inverse du changement climatique, qui est perçu comme une menace abstraite, lointaine et lente. Guy Fort, lui, met plutôt en avant notre biais d'optimisme. Être optimiste, en général, c'est plutôt une bonne chose, mais cela nous amène parfois à négliger la probabilité de certains risques, notamment à cause de notre peur de l'incertitude. Par exemple, des études ont montré que beaucoup de gens sous-estiment leur probabilité d'avoir une attaque cardiaque, mais aussi leur probabilité d'être touchés par des problèmes environnementaux, comme la pollution à la radioactivité naturelle issue du radon. En gros, on a tendance à croire que rien de réellement grave peut nous arriver, et qu'on se débrouillera toujours pour s'en sortir. Dans le cas du changement climatique, on peut aussi avoir le sentiment d'un problème trop immense et engageant trop d'acteurs différents. La planète entière. Cette idée nous amène à minorer l'impact de nos actions, et donc à placer le changement climatique en dehors de notre zone de contrôle. C'est de l'impuissance acquise. Cela peut parfois mener au fatalisme. Un dernier dragon qui semble important pour Guy Fort est le biais de sous-estimation par actualisation, ou de distance. En effet, on valorise les gains immédiats, on valorise moins ce qui arrive plus tard dans le temps. Ainsi, même si on a beaucoup à gagner à sauver le climat pour notre vie en 2060, on préfère toujours augmenter le chauffage d'1 degré aujourd'hui. C'est vrai dans le temps, mais c'est aussi vrai dans l'espace. On pense que les vrais problèmes sont loin, sur la banquise, mais pas chez nous. Le second groupe de dragons est lié à l'idéologie et à nos systèmes de croyances. Nous allons d'abord nous éloigner un peu des thèses de Guy Fort. Le professeur en psychologie sociale Dan Kahan fait un lien entre nos valeurs individuelles et notre manière d'interpréter les faits scientifiques. Il estime que la perception d'un risque va tendre à renforcer un certain style de vie, idéalisé par l'individu en question. Ainsi, des individus étant animés par une vision égalitaire de la société vont voir l'entrepreneuriat comme une forme d'accomplissement individuel et auront plus tendance à penser que c'est une pratique qui risque de produire plus de disparités et d'injustices. Et à l'inverse, les personnes animées par une conception individualiste de la vie vont rejeter les problèmes globaux et donc environnementaux. Un des freins à l'acceptation de la cause anthropique du changement climatique est que les méthodes pour limiter les changements sont en opposition avec certaines valeurs répandues. Si l'on veut agir pour limiter les dégâts du changement climatique, il y a de grandes chances que l'on doive imposer plus de normes réglementaires et que la liberté au sens large en soit réduite, notamment la liberté de polluer.
Par exemple, aux États-Unis, 2 chercheurs américains ont pu observer que la perception du consensus scientifique variait fortement en fonction de la proportion à défendre le libre marché. Si les participants critiquent le libre marché, ils estiment que 70% des scientifiques du climat sont d'accord avec l'origine anthropique du changement climatique. À l'inverse, les participants attachés au libre marché considèrent que cette théorie n'est soutenue que par 30% de la communauté scientifique. Cet effet est amplifié par un phénomène de groupe. En partageant les mêmes valeurs, il va se créer un groupe informel dans lequel les échanges seront privilégiés entre les membres. Si l'on sait que l'on parle à quelqu'un qui semble partager les mêmes croyances, on lui accordera plus de crédibilité indépendamment de son expertise réelle. Dans un groupe, certaines croyances seront admises et d'autres rejetées par l'ensemble du groupe, indépendamment du consensus scientifique. Ces phénomènes de groupe peuvent créer des oppositions dans la société. Depuis 2006, l'Institut de statistique américain Pew Research Center sonde des Américains sur le changement climatique et analyse les réponses en fonction de critères différents. Il montre que l'affinité politique est le principal axe de différenciation sur les croyances des sondés, sur leur vision du changement climatique, leur confiance dans les scientifiques du climat et dans les mesures à prendre. C'est plus discriminant que l'âge, par exemple. Ainsi, si on regarde les chiffres de 2016, 69% des démocrates considèrent que le changement climatique est dû aux activités humaines, contre seulement 23% des républicains. Ici, nous ne cherchons pas à stigmatiser un groupe, mais plutôt à montrer comment l'identité de groupe a une influence sur la diffusion d'une croyance. Si dans ce cas, les républicains sont éloignés du constat scientifique, ce n'est clairement pas vrai sur tous les sujets. George Marshall, spécialiste de la communication climatique, suppose que cette résistance d'une partie de la population au constat scientifique a été amplifiée par le fait que le mouvement écologique se soit approprié le sujet en premier dans l'espace médiatique. Cela a permis d'accélérer la visibilité du sujet, mais le sujet a aussi été associé à d'autres marqueurs liés à l'écologie, la lutte contre les OGM ou encore la lutte contre le nucléaire. Le sujet climat est alors devenu encore plus inaudible pour une partie de la population qui ne se reconnaissait pas dans ces idées écologistes. Aujourd'hui, une pluralité de discours touchant différentes valeurs se développe sur le changement climatique, permettant à chacun de se l'approprier. Par exemple, l'association Shift Project peut toucher un public plus concerné par des aspects économiques. Dans un problème comme le climat, un nombre important d'acteurs peuvent agir. Et ça peut amener à une inaction généralisée. On prend un exemple. Dans le cas d'une agression dans la rue, on a observé que la probabilité de secourir une personne en détresse est plus élevée lorsque l'intervenant est seul que lorsqu'il se trouve en présence d'autres personnes. Une des explications à ce phénomène est la dilution de responsabilité. Chaque personne rejette sur l'autre la responsabilité d'agir. Dans le cas du climat, Guy Forte pointe des idéologies qui ont le rôle de nous déresponsabiliser. Par exemple, la culture des super-héros. Certaines personnes pensent qu'une divinité va nous protéger des catastrophes climatiques, ou à l'inverse, nous envoyer des catastrophes naturelles indépendamment de notre bon vouloir. Nous ne pouvons donc rien y faire. C'est une manière de mettre le changement climatique en dehors de sa zone de contrôle. Cette idéologie peut aussi concerner une certaine vision de la technologie, comme penser que Elon Musk ou les startups vont nous sauver. Lorsque cette croyance est appliquée à la technologie ou à la science, qui devrait trouver des solutions à notre place sans avoir besoin de changer nos comportements, on parle de techno-sauvetage. Guy Forte pointe aussi une utilisation abusive du statu quo. Des personnes privilégiées ont acquis un certain confort de vie et agir pour le climat pourrait remettre en cause leurs privilèges. Certains privilégiés vont donc essayer de rationaliser pour garder leurs privilèges avec des croyances comme « de toute façon, le monde est tel qu'il est et il n'y a pas de raison que ça change ». Et bien sûr, cela ne les aide pas à changer de comportement. La troisième catégorie de dragons est appelée comparaison à autrui. En fait, nous sommes très influencés par le comportement des autres, ou par ce que les autres pensent de nous. Dans cette catégorie, on trouve d'abord la comparaison sociale. Pour savoir quel est le bon comportement à adopter, on a tendance à regarder ce que font les autres. Si tout le monde prend sa voiture, on a tendance à penser qu'il est normal de prendre sa voiture et qu'il n'y a pas de problème avec ça. En France, où chacun produit environ 11 tonnes de CO2 par an, on a tendance à croire que le comportement moyen n'est pas abusif, alors que cela émet déjà 6 fois trop de gaz à effet de serre. Ensuite, il y a les normes sociales et les réseaux personnels. Ils sont à double tranchant, car ils peuvent avoir des rôles positifs et des rôles négatifs sur les comportements écologiques, selon les groupes dans lesquels nous nous trouvons.
Ainsi, quand on indique à des familles leur consommation énergétique et la moyenne de leur quartier, les chercheurs ont remarqué que les familles qui consomment le plus ont tendance à baisser leur impact, alors que les familles qui consomment le moins ont tendance à l'augmenter. En effet, tout le monde converge vers la moyenne qui est ici présentée comme la norme. Mais on peut modifier cette impression de norme en envoyant un message positif sur le fait de consommer moins d'énergie. Un petit conseil, si tu es flexitarien, évite de manger de la viande au restaurant ou en public, car ça n'aide pas à normaliser la consommation végétarienne dans ton entourage. Enfin, les inégalités perçues jouent un rôle très important. Personne n'aime être un pigeon. Si on pense agir beaucoup et qu'on a l'impression que les autres font peu, voire rien du tout, on trouve cela injuste et on a tendance à arrêter. C'est particulièrement vrai quand il existe déjà des inégalités, en dehors du contexte du changement climatique. La quatrième catégorie s'appelle les coûts irrécupérables. Malgré le nom, ça ne concerne pas forcément que les coûts financiers, mais tous les cas où l'individu s'engage dans quelque chose. Un premier engagement dans une activité réduit notre envie de faire des choix alternatifs. Pour bien comprendre, je propose un exemple simple avec un choix financier. Si j'achète une voiture, je vais avoir envie de l'utiliser plutôt que le vélo, pour rentabiliser mon investissement, même si cela m'amène plus de problèmes que d'avantages. Les habitudes sont aussi une sorte d'investissement, et pour Guy Fort, elles sont un dragon très important, parce que de nombreux comportements habituels sont extrêmement résistants aux changements définitifs. Les habitudes matinales par exemple. Come on. Doodle. D'autres habitudes n'évoluent que très lentement, sur des décennies. Les taux de tabagisme ou d'utilisation de la ceinture de sécurité. Un aspect qui vient amplifier cette problématique de l'habitude, c'est que l'on va rationaliser les pratiques que l'on fait tous les jours. Du coup, au moment de changer, on va devoir se remettre en question. Suis-je vraiment sûr que je n'ai que la voiture pour aller travailler ? Est-ce vraiment bon pour moi de manger de la viande tous les jours ? Et en général, on ne préfère pas revenir sur cette décision, car c'est accepter qu'on s'est trompé. C'est se renvoyer une image négative de soi. Certaines personnes s'engagent dans des projets de vie qui vont à l'encontre du climat. Par exemple, faire le tour du monde en avion ou acheter une maison individuelle. Mais l'enjeu climatique vient perturber ces objectifs. On observe que les valeurs environnementales sont souvent subsidiaires à d'autres valeurs et objectifs. En 2005, lorsqu'on demandait aux gens de classer l'importance de l'amélioration du problème climatique par rapport à d'autres problèmes ou préoccupations, ils se retrouvaient en bas du tableau. Alors que tout le monde s'accorde à dire que c'est un problème très important quand il n'est pas mis en comparaison. Le cinquième groupe est le dragon de la défiance. Pour Guy Fort, il y a d'abord une méfiance envers les scientifiques et les représentants du gouvernement. Lorsque les emails sont volés et cités de manière sélective, ou qu'un seul scientifique trop zélé exagère les résultats futurs du changement climatique, une méfiance généralisée peut apparaître. La confiance est importante pour changer de comportement. En général, le changement climatique exige que l'on fasse des sacrifices, et il faut être sûr que les autres n'en profitent pas outre mesure. Alors, quand même les spécialistes n'ont pas l'air crédibles, ça part mal. Il y a ensuite une méfiance envers les politiques mises en place pour inciter les personnes à changer leur comportement. Ces politiques paraissent souvent bien maigres et largement insuffisantes au vu de l'ampleur du problème. Devant si peu d'ambition, une défiance peut alors apparaître envers toutes les initiatives politiques. Ce rejet peut aussi être un mécanisme pour ne pas avoir à changer son comportement en s'opposant à la prétendue inutilité du programme. Mais ce qui me semble le plus intéressant, c'est le phénomène de réactance. Si on a l'impression que quelqu'un ou quelque chose nous oblige à adopter un comportement sans qu'on ne l'ait vraiment choisi, il peut naître un mécanisme de réaction pour tenter de maintenir notre liberté. On a tendance alors à tout faire pour ne pas adopter ce comportement, voire adopter un comportement complètement opposé. Cela s'applique aux changements de comportement écologiques qui sont parfois vus comme imposés. Mais on pourrait aussi voir les comportements polluants comme un conditionnement que l'on n'a jamais vraiment choisi et qui nous a été imposé depuis notre enfance. Le changement peut alors être vu comme une opportunité de s'émanciper de nos conditionnements. On renverse alors la tendance. La sixième catégorie rassemble les risques perçus liés aux pratiques écologiques. Ce ne sont pas forcément des risques avérés, mais ils peuvent nous influencer parce qu'on y croit. Guy Fort dénombre 7 risques. Fonctionnel. Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que je vais réussir à faire mon trajet à vélo quand il pleuvra ? Est-ce que ma batterie électrique ne va pas me lâcher ? Physique. Est-ce que le vélo c'est pas trop dangereux ? Est-ce que devenir végétarien c'est pas mauvais pour la santé ? Financier. La rumeur dit qu'être écolo c'est pour les riches. Ça va me coûter cher ? Est-ce que je peux me le permettre ? Est-ce que je vais pas me faire pigeonner ?
Social. Est-ce qu'on va me juger, se moquer de moi? Psychologique. Est-ce que je vais pas devoir penser tout le temps à l'impact de chacun de mes gestes? Et enfin, le risque temporel. Est-ce que je ne risque pas de déprimer à la longue? Est-ce que je pourrais gérer toutes mes contradictions? Comme on a dit précédemment, changer ça prend du temps. Qu'en est-il de la charge mentale liée à tous ces changements? Par exemple, si je n'ai jamais cuisiné végétarien, cela va me prendre beaucoup de temps de réapprendre à cuisiner. Cela peut être très pesant, surtout pour certaines catégories de la population, comme les femmes qui sont encore souvent responsables des tâches organisationnelles dans un foyer. Enfin, la dernière catégorie est appelée changement de comportement limité. Il y a d'abord le dragon du tokenisme, ou effet jeton, qui fait généralement référence au quota ethnique critiqué comme un effet poudre aux yeux pour faire taire à moindre frais les critiques sans régler le problème. On pense au fameux Token Black de South Park, qui est le seul personnage noir de la série, comme son nom l'indique. Ici, en faisant le parallèle avec l'action environnementale, on désigne des actions poudre aux yeux qui font croire que l'on agit suffisamment pour le climat, alors que ces actions restent très symboliques et insuffisantes. On pense bien sûr au greenwashing à la mode en ce moment, mais ça vaut aussi pour nous. Quand on décide d'agir, on a généralement tendance à faire de petites actions faciles, mais qui n'ont pas beaucoup d'effet pour le problème du climat. On s'imagine champion de la Terre quand on a réduit de moitié sa consommation de plastique, ou qu'on prend son billet d'avion en dématérialisé. La tentation est forte de se contenter de petites actions, pour ne pas s'attaquer aux plus gros postes, comme la consommation de viande ou de carburant. Pour éviter ce piège, rien ne vaut le bilan carbone personnel dont on vous a déjà parlé dans la vidéo précédente. L'effet rebond, lui, est bien connu. On a voulu changer, mais le résultat n'est pas aussi bon que prévu, voire il empire. C'est une des tendances qu'on peut observer sur le chauffage. Quand on habite dans un bâtiment que l'on vient de rénover, on a tendance à mettre le thermostat sur une température plus haute. L'effet rebond peut même être plus pervers. Si les actions sont vues comme une peine, des efforts, il y a un risque de rebond pour compenser. J'ai fait plein d'efforts pour l'écologie cette année. Je peux bien me faire un petit voyage en avion. Sans ça, je n'aurais pas le courage de tenir toutes les autres résolutions. Pour finir, on va s'intéresser aux travaux du chercheur en psychologie Per Øystein Stoknes. Il reprend un schéma similaire, mais en donnant des pistes pour lever ces barrières. Lorsqu'on reçoit une information sur le changement climatique, on a tendance à ne pas se sentir concerné pour plusieurs raisons. Par exemple, à cause de la distance. C'est loin, ça se passe ailleurs, ce sera en 2100. Ou une habituation aux messages catastrophiques. Un rejet de ces messages apparaît car ils remettent en question la manière dont nous vivons aujourd'hui. Cela peut conduire au déni, notamment si mon identité ou mes représentations du monde ne sont pas compatibles avec l'information reçue ou l'action qu'elle demande. Une approche différente pour éviter ces problèmes consisterait alors à rendre le climat moins distant en parlant de ce qui se passe près de chez nous, parler des actions locales ou de ce que font les voisins pour répandre des normes sociales qui vont dans le bon sens. Diffuser des messages plus positifs en parlant de l'action climatique comme une opportunité de rendre le monde meilleur et de tous les avantages à agir. Rendre les changements de comportement plus simples, notamment en travaillant sur les architectures de choix et les choix par défaut. Agir pour le climat doit être plus facile que polluer. Envoyer des informations sur les progrès réalisés, les gaz à effet de serre économisés, l'impact d'une action sur le bilan carbone d'une personne ou d'une entreprise. Et enfin, inventer de nouveaux récits, raconter le monde que nous voulons et les initiatives que l'on trouve inspirantes. Les récits influencent nos représentations du monde, nos motivations, notre vision de ce qui est juste et légitime. C'est un thème qui intéresse de plus en plus le mouvement climat. Et tu en sauras plus dans la vidéo 5. C'est sur ces conseils inspirants que je termine cette deuxième vidéo. J'espère que la classification proposée par Guy Fort a permis de mieux identifier les processus internes qui nous empêchent de passer à l'action. Je te laisse avec Tom pour la prochaine vidéo. Il abordera les freins au changement dans le secteur politique et économique. Ciao!